Salut, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle histoire. Tout ce que je vais vous raconter s'est vraiment passé et vient du livre L'amour des Loving. Le livre a été écrit par un journaliste et l'histoire a pu être reconstituée grâce à des témoins de l'époque, des personnes qui étaient en lien direct avec le couple, et également grâce à des archives. Ça va être une histoire très bouleversante, je n'exagère pas, vous allez voir. On commence tout de suite, je vous laisse vous installer tranquillement et c'est parti. Nous sommes le 2 juin 1958. Un tout jeune couple, originaire de la Virginie, roule en direction de Washington. C'est là-bas qu'ils ont choisi de se marier. Alors pourquoi aussi loin de chez eux? Pourquoi traverser presque tout le pays? Eh bien c'est le centre de l'histoire. Ils ne le savent pas, mais ils vont subir une tragédie qui va avoir un impact et qui restera dans l'histoire des États-Unis. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous présente ce jeune couple. C'est dans les années 1940-1950 que l'histoire débute. Nous nous envolons pour la Virginie et plus précisément à Central Point. C'est un tout petit hameau où vivent une dizaine de familles. C'est là-bas que se sont rencontrés pour la première fois deux jeunes adolescents, Richard et Mildred. Ils sont amis, rien de plus. Richard Loving est un jeune garçon assez introverti, pas très bavard, mais au tempérament plutôt nerveux. Ses origines familiales sont anglaises et irlandaises. Mildred Jeter, elle, a des origines cherokee et indiennes. Elle est d'un tempérament assez doux et plus mature que son âge. D'ailleurs, son prénom, Mildred, veut dire « force douce ». Les deux adolescents vont développer petit à petit des sentiments l'un pour l'autre et puis ils vont finir par tomber amoureux, mais vraiment fous amoureux. Mildred tombe enceinte alors qu'elle est encore mineure. C'est à 17 ans qu'elle donnera naissance à leur premier fils, Sidney. Ils s'aiment et leurs familles respectives sont au courant. Ils se connaissent, c'est même la mère de Richard qui assistera durant l'accouchement car elle est sage-femme. À cette époque, le jeune couple ne désire pas spécialement se marier et puis de toute façon ils n'ont pas le droit car Mildred est encore mineure. Les parents, eux non plus, ne sont pas très chauds pour le mariage, alors pas à cause de leur âge, ça n'est pas ça le problème, c'est autre chose, on y vient, encore un peu de patience. Quelques années passent et nous arrivons donc en 1958. Mildred est enceinte maintenant de leur deuxième enfant et la naissance est prévue pour le mois d'octobre. Elle est âgée maintenant de 18 ans et Richard lui en a 25. Un jour, Richard va voir son ami Raymond pour lui annoncer une très bonne nouvelle. Il va se marier avec Mildred. La réaction de Raymond n'est pas celle qu'il attendait puisqu'il l'avertit tout de suite, il lui dit qu'il est fou, que c'est une très mauvaise décision et surtout que c'est interdit en Virginie, qu'ils sont dans le sud des États-Unis, que c'est trop dangereux. Par contre, il lui dit qu'au nord vers New York, c'est autorisé. Alors c'est là que je vous explique tout. Aux États-Unis, depuis 1877, il existe des lois. Ce sont les lois Jim Crow. Je vous en ai déjà parlé dans la vidéo de Earl Lloyd, le premier basketteur afro-américain. Donc les lois Jim Crow sont mises en place pour exclure les Afro-Américains des droits civiques. Pour être clair, c'est avoir rendu le racisme légal. Mais en 1958, nous approchons de la fin de la ségrégation raciale aux États-Unis. Les choses commencent tout doucement à bouger. C'est 3 ans avant que les noms de Rosa Parks et Martin Luther King se font connaître. D'ailleurs, petite parenthèse, la prochaine vidéo des shorts du calendrier de l'Avent sera sur l'histoire de Rosa Parks. Alors voilà, même si nous sommes vers la fin de cette période, en Virginie, ça reste quand même un État très conservateur, très raciste. Et dans cet État, ils ont voté une autre loi en plus en 1924. Cette loi s'appelle la loi pour préserver l'intégrité de la race blanche. Son nom ne laisse pas de place au doute, vous l'avez compris, on sépare les personnes blanches des personnes de couleur. Et pour être considéré comme un Afro-Américain, il suffisait juste d'avoir eu une personne afro-américaine dans ses ancêtres. Donc il y a des églises spéciales pour les Afro-Américains, pareil pour les écoles, ils sont séparés. Ils n'ont pas le droit d'aller au restaurant, ni au drive-in, pour ne citer que ça. Or, dans notre histoire, Richard est blanc et Mildred est noir. D'où l'inquiétude de Raymond. Et Raymond est aussi un Afro-Américain, donc il sait très bien de quoi il parle. Alors il rappelle à Richard que certains sont morts pour moins que ça, et qu'aussi, en cas de mariage, la peine encourue est de 1 an de prison ferme à 5 ans maximum. Le mariage mixte est interdit en Virginie. Richard campe quand même sur ses positions parce qu'il reste persuadé qu'en Virginie, ça n'est pas aussi sévère qu'on le dit. Pour lui, ça n'est pas possible, c'est même impensable, et encore moins à Central Point, pas ici.
Central Point est vraiment un petit hameau qui est un peu à part du reste en fait, parce que tout le monde se fréquente, la mixité est présente là-bas et elle ne pose pas de problème entre les habitants. Il y a même des couples mixtes, mais qui ne sont pas mariés par contre à cause de la loi. C'est un peu comme s'ils vivaient hors des lois, mais malgré tout, les habitants restent tous discrets sur cette manière de vivre ensemble. C'est un métissage qui remonte à très loin en plus, à l'époque de la colonisation. C'est ça qui est complètement absurde. C'est après que les mentalités sont devenues racistes. Sauf qu'à Central Point, la mixité entre blancs et afro-américains est beaucoup plus acceptée. Le père de Richard, d'ailleurs, avait même travaillé pour un fermier afro-américain, une chose qui serait impensable maintenant, en 1958, enfin impensable pour les blancs des autres villes. Quoi qu'il en soit, après sa discussion et les avertissements de Raymond, le soir en rentrant chez lui, Richard cogite, il réfléchit beaucoup, et il se dit alors que la solution est d'aller se marier au nord, là où c'est autorisé, et donc à Washington, comme ça ils ne seront pas hors la loi. Richard ne veut pas inquiéter Mildred, pour rappel, elle est enceinte, donc il décide de ne rien lui dire, et c'est comme ça que le 2 juin de l'année 58, ils sont en route pour leur mariage. La cérémonie est vite expédiée, les témoins sont le père et le frère de Mildred. À leur retour, une fête est organisée par les parents de la mariée. Tous les amis sont présents et les deux familles. Par contre, ils veillent bien à ne pas faire trop de bruit, pas de tapage, car le shérif de la ville se ferait un malin plaisir à venir arrêter les fêtards et particulièrement les Afro-Américains. Donc vous voyez un peu le personnage. Le jeune couple s'installe ensuite chez les parents de Mildred en attendant qu'ils aient construit leur maison. Ils souhaitent un jardin pour y voir grandir leurs enfants, c'est leur rêve, leur projet. Mener une vie heureuse, tranquille, en famille et dans l'amour. Ils dorment au rez-de-chaussée, dans la chambre des parents, pour éviter que Mildred n'ait à monter les escaliers et pour qu'elle puisse se préserver au maximum pour les derniers mois de la grossesse. Sa mère l'aide aussi à s'occuper de leur premier enfant pendant que le père travaille, et Richard, quant à lui, arrive à trouver des petits boulots à droite à gauche afin de gagner de l'argent pour leur future maison. Ils sont donc vraiment tous très heureux. Et pourtant, ce bonheur va éclater en morceaux seulement quelques jours après leur mariage. Une nuit, vers 2 heures du matin, devant la maison, une voiture. C'est le shérif qui est accompagné de 3 hommes. Il se dirige vers la maison, il frappe à la porte. Alors ça réveille en sursaut les parents de Mildred qui vont ouvrir. Là, le shérif rentre sans prendre le temps de s'attarder et il se rend aussitôt dans la chambre du rez-de-chaussée. Il rentre et il dit « Que faites-vous au lit avec cette femme ?» C'est Mildred qui répond qu'elle est sa femme, tout en montrant le certificat de mariage. Le shérif embarque Richard et Mildred et il les transfère directement en prison. Là-bas, on les sépare, ils sont chacun dans une cellule différente. En fait, même s'ils se sont mariés dans le Nord, leur certificat n'a aucune valeur en Virginie. Le mariage mixte n'est pas autorisé, même si on s'est marié à l'extérieur. Donc clairement, ils ont été dénoncés parce que comment le shérif savait exactement dans quelle chambre il se trouvait. Richard sera libéré très vite, le 2e jour. Enfin, ça sera une liberté provisoire avant le jugement. Et juste lui est libéré, pas Mildred. Alors pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'il est blanc. Elle sera libérée quelques jours après, alors qu'elle était enceinte. Bien évidemment, on ne va pas les laisser s'en sortir comme ça, puisqu'ils vont devoir être jugés dans quelques mois pour avoir enfreint la loi. Le procès a lieu en 1959. Depuis, Mildred a donné naissance à leur 2e enfant, Donald. Ils auront un avocat, commis d'office, et seront obligés de plaider coupable pour pouvoir espérer l'indulgence du juge et éviter la prison. S'ils refusent de plaider coupable, c'est la prison assurée, avec, comme je vous l'ai dit plus tôt, une peine qui peut aller de 1 à 5 années de prison. Il n'y aura qu'un juge pour donner le verdict, pas de juré. Le juge qui va s'occuper de l'affaire est le juge Basile. Alors, il est très sévère, très austère et très raciste aussi, autant dire les choses comme elles sont. Par conviction et puis également parce qu'il compte aussi bien accéder à un poste plus prestigieux, être promu, donc il maintient sa ligne de conduite en accord avec les mentalités du pays et avec le sénateur de l'époque, Harry Connors. Alors retenez bien ce nom puisqu'on va en reparler plus tard. Je suis restée scotchée sur les dernières pages du livre, vraiment. Je me disais que le monde était vraiment mal foutu quand même, et qu'il existait des gens vraiment sans scrupules pour accéder au pouvoir et à la gloire. Alors je le savais déjà, mais là en fait c'est une sorte de twist final à la fin de l'histoire. Bref, on revient à l'histoire, donc pour le procès, le public est autorisé, mais très peu de monde est présent, essentiellement les familles respectives. En fait, ça ne passionne pas les foules, pas même les médias locaux. Eux s'occupent plus des émeutes qui commencent à arriver contre la ségrégation. Donc le petit couple de campagne n'intéresse personne. Dans la salle, les blancs sont d'un côté et les personnes de couleur de l'autre. Même les familles sont séparées.
Et pire encore, Richard et Mildred ne peuvent pas non plus s'asseoir l'un à côté de l'autre. Je rigole mais je ris jaune. Il y a leur avocat qui se tient entre les deux. Le verdict tombe et c'est 1 an de prison ferme. Sauf s'ils acceptent un compromis avec le juge qui leur fait une proposition. Et la voici. Alors j'ai été choquée, je n'aurais jamais pensé que ça pouvait exister. S'ils veulent éviter la prison, ils doivent alors partir immédiatement, quitter la Virginie sur le champ et ne pourront y revenir que dans un quart de siècle, donc 25 ans. Interdiction de revenir même juste quelques heures pour voir leur famille. Voilà, c'est le seul échappatoire pour ne pas aller en prison. Richard et Mildred acceptent et donc les voilà conduits par le shérif aux frontières de la ville sans ménagement, chassés, mis à la porte de leur terre, là où ils ont construit leur vie, là où ils espéraient vivre une vie tranquille, une vie de famille heureuse comme tout le monde. Les au revoir avec leur famille seront déchirants. Heureusement, Mildred a un cousin, Alex, à Washington, et c'est là-bas qu'ils se rendent. Alex et sa femme, Laura, les accueillent avec plaisir. Alors le changement est brutal pour le jeune couple. Le contraste entre Central Point, la campagne, et puis la grande ville qu'est Washington, ça va être difficile de s'adapter à cette nouvelle vie. Ils doivent tout reconstruire. Mildred s'occupe des enfants la journée. 1 an plus tard, en 1960, elle donnera naissance à leur 3e enfant, une fille cette fois-ci, Peggy. Quant à Richard, lui, eh bien, il travaille sur les chantiers pour 5 $ de l'heure. Voilà, donc ça fait 1 an maintenant qu'ils ont été chassés de la Virginie. Mildred pense beaucoup à sa famille et elle lui manque beaucoup. Alors pour Pâques, elle insiste auprès de Richard pour qu'il retourne à Central Point juste le temps d'une journée. Elle a trop envie de fêter Pâques avec sa famille à l'église. Malgré l'interdiction, Richard accepte. Il laisse alors les enfants à Alex et Laura et les voilà partis. Mais malheureusement, une fois arrivés à Central Point, il tombe sur le shérif, le même qui les avait arrêtés à l'époque. Et il les arrête à nouveau et il les envoie directement en prison. Ils seront quand même libérés en échange d'une caution. Les mois passent et durant tout ce temps, Richard n'a toujours pas réussi à trouver qui les avait dénoncés. En tout cas, il y a 2 possibilités. Soit ce sont tout simplement des personnes racistes qui étaient opposées au mariage mixte, soit pour une autre raison que j'ai trouvée quand même hallucinante mais qui tient la route, et c'est Raymond, l'ami de Richard, qui lui a exposé sa théorie. En fait, beaucoup d'hommes blancs à cette époque avaient des relations avec des femmes afro-américaines, mais cachées. Ils ne voulaient pas que ça se sache parce qu'ils ne voulaient pas s'engager. Pour eux, c'était surtout un fantasme, et donc l'interdiction des mariages mixtes les arrangeait bien. Donc le fait que Richard et Mildred se marient risquait en fait de faire évoluer les choses. Surtout que nous sommes au début des émeutes dans le pays, donc le changement est en train de s'enclencher progressivement. Et pour preuve, en 1956, la Cour suprême des États-Unis a aboli la loi séparant les Noirs et les Blancs dans les bus, grâce au combat de Rosa Parks. Et Richard et Mildred se sont mariés en 1958. Voilà, en tout cas, Richard ne saura jamais qui les a dénoncés, et puis surtout, le couple était loin de tout ça, de la politique, des combats, ils ne sont pas du tout engagés pour la cause, eux ce qu'ils veulent c'est juste vivre leur amour librement, et être heureux en famille avec leurs enfants. Ils finissent par se trouver un petit appartement derrière la gare de Central Station, et puis un jour, en août 63, pendant une balade avec Alex et Laura, ils vont tomber par hasard sur une manifestation. Ils ne sont pas au courant de ce qui se passe, ils sont surpris par tout ce monde. Ce sont majoritairement des Afro-Américains. Il y a des milliers de personnes dans la rue, venues du pays tout entier. En fait, ce sont les 100 ans de l'abolition de l'esclavage. Martin Luther King est là. Et il va faire un discours, le fameux discours. Les 4 vont suivre le mouvement et se rendre sur la place pour aller écouter l'allocution devenue très célèbre aujourd'hui. Dès qu'il commence à parler, c'est un grand silence qui s'installe. À partir de ce jour, Richard et Mildred le savent, eux aussi veulent maintenant s'engager, se battre contre la ségrégation instaurée aux États-Unis. Surtout que maintenant, c'est John Fitzgerald Kennedy qui est président. Il est en train de préparer une loi pour abolir définitivement la ségrégation raciale. Donc tout porte à croire que c'est possible, les mentalités sont vraiment en train de changer. Mildred finit donc par écrire une lettre au ministre de la Justice de l'époque. C'est Robert Francis Kennedy qui n'est autre que le frère du président. Mildred reçoit rapidement une réponse du ministre. Il lui dit malheureusement que la nouvelle loi ne concerne pas les mariages mixtes et que la seule solution pour eux est de faire appel de leur condamnation.
que ça va être un combat difficile, une victoire vraiment incertaine, mais qu'il faut se battre pour leur histoire d'amour. Il donne dans la lettre les coordonnées d'une association, l'American Civil Liberty Union. C'est une association qui se bat pour défendre les droits et la liberté d'expression de tout citoyen américain et notamment ceux des minorités. L'association se situe à Washington, ça tombe bien, Richard et Mildred s'y rendent accompagnés d'Alex. Là-bas, on les met en relation avec des avocats bénévoles. 2 avocats prennent en charge leur dossier. Il s'agit de Bernard Cohen et de Philippe Hirschkopf. Et petit détail, ces 2 avocats ont aidé à l'écriture de ce livre. Tous 2 sont très touchés par leur histoire d'amour et très émus de voir que malgré tout ça, Richard n'a jamais laissé Mildred. Il aurait pu, mais non, envers et contre tous, contre les lois, contre l'État, il a choisi l'amour pour sa femme. C'est un homme qui dégage une grande détermination et un grand courage aussi. Pour lui, il était impensable de divorcer. Cela fait 6 ans maintenant qu'ils ont été chassés de leur ville. Nous sommes en 1964. Et ce qui fera bouger les choses, c'est la loi. Pour une fois, elle leur sera d'un grand avantage. En fait, au bout d'1 an, après une condamnation, le juge doit réexaminer les peines qu'il a prononcées. Et il a le choix donc soit de les confirmer, soit de les modifier. Bien sûr, le juge Basile ne l'a pas fait et c'est comme ça que les avocats pourront réouvrir le dossier. Le juge n'ayant pas le choix que de réexaminer le dossier, confirmera la première peine, sans surprise. Il mettra quand même 1 an. Il a pris tout son temps, volontairement bien sûr. En tout cas, tout le monde s'attendait à ce qu'il confirme la peine. Le but de la démarche était principalement en fait de pouvoir faire appel plus haut après, à la Cour suprême de Virginie. En justice, il y a des étapes à suivre, un ordre. Et c'est donc en 1966 que les avocats portent le dossier de Richard et Mildred devant la Cour suprême de Virginie. Cette dernière confirmera aussi la peine initiale du juge Basile. À partir de là, les avocats décident alors de faire connaître l'affaire au grand public, car finalement personne n'est au courant. À l'époque, vraiment, ça n'intéressait personne, pas même les journaux. Alors ils entrent en contact avec un journaliste du magazine Life et un article avec pour titre « Criminel pour s'être marié » sera publié. Et c'est de là que Richard et Mildred vont commencer à faire parler d'eux dans les médias, même à la télévision. Le couple sera filmé, interviewé, ils sont mal à l'aise, Richard et Mildred sont de nature discrète, pas du genre à s'exposer ou à se faire remarquer. À travers leur reportage, leur amour est vraiment évident et ressort aussi des photos rendues publiques. Les avocats, maintenant, décident de porter l'affaire encore plus haut, devant la Cour suprême des États-Unis. C'est le plus haut recours possible et surtout le dernier. Le procès commence le 10 avril 1967 et ça sera, dans l'histoire des États-Unis, la première fois que la Cour suprême accepte un appel concernant un mariage mixte. Donc là encore, une preuve que les mentalités sont en train d'évoluer. Une brèche est faite. Les plaidoiries s'enchaîneront et 2 mois plus tard, le 12 juin 67, le verdict tombe. Richard et Mildred ont gagné. Ils seront reconnus non coupables et enfin innocentés. À partir de ce jour, la loi sur l'intégrité raciale tombera en Virginie, mais pas seulement, aussi dans 15 autres États des États-Unis. Et dès le lendemain, ça sera la nomination du premier juge afro-américain à la Cour suprême. Le juge Basile, lui, n'aura jamais connaissance du verdict final puisqu'il est décédé en mars 67, juste 1 mois avant. Alors restez là encore parce que, je vous l'ai dit au début, la fin est vraiment inattendue. Richard et Mildred n'ont maintenant pas d'autre souhait que de vivre leur amour tranquille et d'aller de l'avant. Comme le souligne l'auteur du livre, ils étaient en avance sur leur époque, car de nos jours, les couples mixtes sont courants, le métissage fait partie intégrante de nos sociétés, ça ne choque plus. Et heureusement, à part malheureusement encore certains, Richard décédera jeune en 1975 à l'âge de 42 ans dans un accident de voiture et Mildred s'éteindra en 2008 alors qu'elle était âgée de 68 ans. Alors, dans toute cette histoire, un homme a eu un rôle très important. Je l'ai juste évoqué brièvement avant pour ne pas perdre le fil. Dans le livre, le journaliste rentre en contact avec cet homme. Et il s'agit du sénateur Harry Connors. À l'époque de l'affaire Dehloving, le sénateur a 49 ans. Et il s'est battu pour maintenir les lois de la ségrégation raciale en place. Il était très populaire et très aimé des racistes. Il a fait aussi pression sur le juge Basile pour qu'il maintienne la peine Dehloving. Il lui faisait même miroiter une promotion pour sa carrière.
Le sénateur militait activement et le pilier de son programme pour se faire élire était les lois contre la mixité entre les blancs et les personnes de couleur. Pour lui, Martin Luther King était un activiste, un homme qui devait être interdit de parole. Quand le sénateur a appris que Richard et Mildred faisaient appel de leur condamnation et saisissaient la Cour suprême, ça l'a rendu fou furieux. Pour lui, la peine était justifiée et il était hors de question de revenir en arrière. Donc voilà, il a participé à maintenir et à développer ces lois de merde dans le pays. Eh bien, à la fin du livre, le journaliste apprend qu'en fait, le sénateur a eu une fille qu'il n'a jamais reconnue officiellement, une fille métissée d'une relation qu'il a eue avec une femme afro-américaine. Durant toutes ces années, il a caché sa fille qui s'appelait Essie Mae Washington Williams. Elle était au courant et ils étaient même en contact. Il payait pour ses études et il veillait à ce qu'elle ne manque de rien financièrement, mais ça s'arrêtait là. Pour lui, il était inimaginable de rendre publique sa paternité. En 2005, elle écrit un livre qui relate toute sa vie, où elle y explique qu'elle est la fille non reconnue du sénateur. En 2009, sur la dernière année de sa vie, avait contacté le journaliste du livre pour révéler cette vérité, ce secret qu'il gardait. Le sénateur était prêt à reconnaître officiellement sa fille, mais malheureusement, il décédera juste avant. Et sa fille confirmera bien tout ça. Voilà, c'est quand même dingue de savoir que celui qui politiquement s'est engagé et a tout fait pour interdire la mixité avec les personnes de couleur avait lui-même une fille afro-américaine et avec qui il gardait un lien en plus. Je ne comprends pas trop pourquoi, vu son statut, il aurait été très facile pour lui de l'ignorer complètement. Culpabilité ou enfin, j'en sais rien. L'être humain est vraiment complexe parfois. En tout cas, c'est très triste pour sa fille d'avoir vécu toutes ces années sans être reconnue par son père et encore plus quand on connaît la raison. C'est terrible et ça n'a aucun sens. Je voudrais terminer cette vidéo en partageant une remarque du livre que je trouve très pertinente. L'auteur explique que Barack Obama est né en 1961 à Hawaï d'un mariage mixte. Si ses parents avaient vécu en Virginie à l'époque, ils auraient été condamnés et peut-être que Barack Obama n'aurait jamais vu le jour ou peut-être qu'il n'aurait pas eu la vie qu'il a eue après. Voilà, c'est comme ça que se termine l'histoire de Richard et Mildred. Une histoire d'amour qui a défié et changé les lois d'un pays tout entier. J'en avais des frissons au moment de lire le verdict final et là, même en enregistrant en fait, j'ai dû couper parce que j'ai encore eu les larmes qui montaient. Donc voilà, même quand je raconte les histoires, parfois je dois couper parce que c'est vraiment comme si je les vivais. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en mettant le petit pouce bleu ou bien en me laissant un commentaire. Vous avez l'habitude maintenant. Pour ceux qui aiment lire, vous retrouverez le lien du livre en barre de description. On se sépare ici, mais on se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire vraie. Je voulais aussi rajouter vite fait, dans l'onglet communauté, j'ai mis un sondage pour savoir si une vidéo sur la vie de Charlie Chaplin vous intéresserait. Alors n'hésitez pas à aller voter, même si c'est pour dire que non, parce que si je me lance dans une histoire pareille, ça va demander vraiment gros de travail, plusieurs semaines. Et je pense que vous pouvez comprendre que je n'ai pas envie de passer, 2-3 mois à faire une vidéo si au final ça intéresse juste 10 personnes, quoi. Voilà, donc n'hésitez pas à donner votre avis dans le sondage, c'est là pour ça. On se sépare ici, mais on se retrouve bientôt. D'ici là, prenez soin de vous. Salut!